Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Serge Moati. Il va répondre à une critique de Hugues Seraf, journaliste indépendant, à propos de son dernier ouvrage, 30 ans après, aux éditions du Seuil, paru pour le 30e anniversaire de l'accession de François Mitterrand, le 10 mai 1981. Serge Moati, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors, sur le bandeau, changer la vie, ce terme fait référence à un documentaire que vous avez réalisé et qui sera projeté à l'occasion... Ça s'appelle un documentaire fiction. Un docu-fiction, exactement, puisque vous apparaissez. Enfin, un acteur qui joue mon rôle. Voilà, un acteur joue votre rôle et vous-même apparaissez dans les documents d'époque. Et c'est donc cette accession de François Mitterrand. Et puis c'est aussi votre vie, votre rapport avec lui, votre façon d'avoir été son conseiller audiovisuel, cette amitié jusqu'à ces derniers jours que l'on voit dans cet ouvrage. Alors, j'allais dire, qu'est-ce que ça fait de se voir incarné par quelqu'un? C'est tellement étrange, c'est tellement bizarre. C'est un excellent acteur, Éric Caravaca, il est formidable, etc. Je l'avais vu, je l'avais reçu dans mon émission cinéma. Là. Et il me dit, tiens, on parle ensemble avec les mains, comme ça, on se ressemble un peu. Enfin, je sais pas, bon, des choses comme ça. Et puis, bon, je lui ai appelé, je lui ai dit, c'est une proposition étrange, est-ce que tu veux bien me jouer? Bon. Et il l'a fait. Il l'a fait avec un vrai talent très particulier, très singulier. C'est à la fois moi et pas moi. Ouais. Donc c'est un vrai travail d'acteur. C'était assez étrange comme situation, parce que vraiment, il ressemble tellement que c'était... Alors votre livre est traversé par l'image de votre père, et surtout par ce chagrin presque indépassable, mais que vous parviendrez tout de même à dépasser, qui fait que ce livre, c'est pas simplement la commémoration de l'accession de François Mitterrand au pouvoir. Non. C'est votre histoire. C'est mon histoire, c'est presque l'histoire qui a changé ma vie, si j'ose dire. Elle a changé la vie, mais la mienne, en tout cas, elle a changé. J'ai vécu 14 ans avec lui, à l'Élysée, mais avant la conquête du pouvoir, etc. Et jusqu'à cette apothéose du 10 mai 81, moi, depuis que j'étais né, on avait toujours perdu les 23 dimanches soirs de mélancolie, je connaissais que ça, etc. Et un jour, on gagne. J'y crois pas jusqu'au dernier moment, même quand je vois son visage, vous savez, la fameuse image qui se révèle. Je me dis, c'est pas possible, c'est un truc. Pourtant, dans votre livre, on sait qu'à 18h43, Fabius me l'annonce, Fabius me l'annonce, en larmes, il m'embrasse, on a gagné, on a gagné. Mais même là, j'arrivais pas à y croire, c'était tout à fait étrange. Et évidemment, j'ai pensé à mon père, qui était un militant socialiste, qui était de Tunis. Après la mort de mes parents en 57, j'ai quitté la Tunisie, j'avais 11 ans, et j'avais été élevé dans l'histoire de la SFIO, tout ça, etc. Et c'est ce que je dis à Mitterrand, juste avant le débat avec Giscard, je lui dis, je pense à tous mes morts, et je pense aux miens, qui ont été si fiers de me voir près de vous ce soir. Il y a eu quelque chose de très magique qui s'est passé. C'est assez tendre et assez émouvant. Alors, vous avez été confronté à la télévision et vous êtes passé de l'autre côté du miroir parce que vous étiez responsable. Mitterrand, alors il y a une scène quand même assez extraordinaire où il demande quelle chaîne vous voulez. Oui, la 3. Tu as dit, je croyais la 2. Alors, bon. Et donc j'ai dit la 3 et j'ai passé presque 6 ans à la tête de la 3. J'étais la dernière nomination de Mitterrand. Après, des présidents ont été nommés par la haute autorité. C'était des temps préhistoriques. À l'époque, le pouvoir politique se mêlait de télévision. Oui, mais enfin, j'ai dit aussi, un des derniers qu'il a nommé quand même chez vous, c'est Guy Lux. Ah, arrêtez, c'est un cauchemar. C'est une scène tellement drôle, mais elle est vraie. Oui, elle est vraie. Mais elle est hélas drôle, parce que je préfère me foutre de moi que de faire mon panégyrique. Vous vous rendez compte, moi, je plaidais pour une télévision culturelle, pure et dure, tout ça. Des films français, pas seulement du film américain. Des films genre du tiers-monde, ça commençait à la Belgique à l'époque. Enfin, donc c'était formidable, etc. J'y croyais vachement, etc. Et un jour, il me convoque. Il me prie de passer le voir. Doucement. Il me dit, c'était après les municipales ratées pour la gauche, comme ça, il me dit... Les gens ont besoin de se détendre, très pas. C'était triste. Oui. Leur chanson, c'est bien. Moi, je chante souvent. Me dit-il, vous voyez, Mitterrand qui me dit ça. Là, je me demande, il veut revenir. Moi aussi, je chante, c'est souvent. Et il me dit, faites revenir Guy Lux. Mais comme ça. Vous aviez écrit un papier? Oui, j'avais écrit un papier. Monsieur a bien lu le livre. Absolument. J'avais écrit un papier. Les gens n'ont pas voté contre Guy Lux en votant François Mitterrand. Quelle erreur! Il ne faut jamais faire ça. C'est jeté dessus. Il s'est jeté dessus. J'ai beaucoup aimé votre article. Catastrophe. Comme quoi, il faut toujours faire gaffe quand on parle aux journalistes. Il faut toujours faire attention. Genre, c'est quelque chose de l'autre côté. Et donc, et c'est comme ça que Guy Lux, après avoir été viré de la Une, pas du tout de France 3, s'est retrouvé sur France 3. Alors écoutez, vous dites que vous avez affaire aux journalistes. Je vous propose avec Hugues Seraf d'avoir cette conversation, de répondre à sa critique. Bonjour Serge Moati, on ne se connaît pas, mais je viens de lire votre livre et je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'il me parle beaucoup. Mon grand-père était aussi à Alger un cadre de la SFIO, quelqu'un de très impliqué politiquement. Et donc il y avait cette idée que le Parti socialiste représentait le progrès, le camp des gentils, comme vous
comme vous le dites dans le livre. Et puis moi, à la différence de vous, c'est peut-être je suis devenu un peu plus cynique. Et puis même si j'ai été Mitterrandolâtre dans les années 80, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai changé en tout cas parce que mon regard sur Mitterrand, au fil des ans, s'est affiné. Vous pouvez interrompre, et ce que vous lui reconnaissez encore de charisme, de grandeur, moi, c'est totalement terminé. Vous l'avez connu, moi pas. Et donc, du coup, vous faites... moi pas. Je connais pas ce monsieur, effectivement, mais je le trouve sympa et tout. Moi pas. C'est-à-dire que j'ai eu des périodes de troubles avec Mitterrand, c'est vrai. Par exemple, parlons de l'affaire Bousquet. Bien sûr, voilà. Évidemment, c'est peut-être ça dont il va parler, j'en sais rien. Oui, il en parlera, bien sûr, mais vous avez dîné avec Jacques Attali, avec déjeuner sans savoir chez qui était Bousquet. Non, pas du tout. J'étais pas du tout cultivé comme Jacques l'était. Et il sait tout. Il sait tout. Donc moi, je savais pas. Et il me dit, mais tu sais, c'était Bousquet. Je voyais pas du tout de qui on parlait. Etc. Je l'avais trouvé même plutôt sympathique. Donc, quand même co-organisateur de la rafle du Veldiv. Et Jacques est allé revoir Mitterrand et Mitterrand lui a dit cet homme nous a sauvés tous pendant la résistance. Donc là, on était sciés. Enfin, Jacques surtout qui savait qui était M. Bousquet, a dit ça. Moi, je n'ai jamais réussi à en vouloir définitivement à Mitterrand. Je lui suis très fidèle. Mais Mitterrandolâtre, vous reprenez ce terme? Mitterrandolâtre, non. Je ne suis pas Mitterrandolâtre, je suis mitterrandiste. Vous comprenez la déception de certains? Mais bien sûr, je comprends. Bien sûr, je comprends. Non, bien sûr, je comprends. Mais je ne suis pas, moi, un déçu du mitterrandisme. Je suis resté fidèle à un homme qui m'a tellement apporté et qui a tellement apporté à la France. Figurez-vous que cet homme, quand même, aussi, en dehors de la peine de mort, de l'abolition de la peine de mort, etc., sur les 110 propositions qui l'ont fait venir au pouvoir, il en a réalisé plus de 90. Il tenait parole, il tenait ses promesses. Mais à ce sujet, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans votre façon de traiter, c'était leur rapport au temps. C'est-à-dire qu'il y avait comme une espèce d'urgence aussi chez Mitterrand. Bah oui, sa maladie, et on est étonné, enfin pas étonné, maintenant on le sait, d'apprendre qu'il c'est dès qu'il arrive en 81 qu'il apprend qu'il 2 mois après, oui, c'est cancer de la prostate. 4 mois après, il va voir un médecin le 17 septembre, je crois, donc très peu de temps après le 10 mai. Il apprend qu'il a un cancer de la prostate diffusé dans les os et il apprend qu'il en a pour quelques mois. 6 mois au maximum. Il vivra 12 ans. 14 ans. Mais ça lui donnait cette urgence. Vous dites, il voulait, on le voit dans ce documentaire, il voulait que ses propositions soient, il fallait aller vite. Il fallait aller vite. Il supportait pas, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. Voilà. Il était obsédé par ça. Combien de fois je l'ai entendu parler de ça? Le temps, son rapport au temps. Justement, donnons du temps à notre ami, monsieur Séraph. J'appuie là. Vous êtes capable de passer sur toutes les crapuleries qui vont vraiment à l'encontre de ce qu'on appelle le camp des gentils. C'est-à-dire que c'est un type qui, à mon sens, s'est trompé vraiment sur toutes les erreurs au fil des ans, que ce soit, je ne sais pas, moi, sur la réunification allemande ou sur le Rainbow Warrior. Et puis il y a la peine de mort, parlons-en, la peine de mort, c'est surtout Badinter. Et puis la peine de mort, il en a été le plus grand pratiquant, si j'ose dire, pendant la guerre d'Algérie, lorsqu'il était extrêmement pro-Algérie française. En fait, là, il mélange tout. Il mélange la peine de mort avec Bousquet, avec machin, etc. Et puis il n'argumente pas. Par exemple, il parle de l'Algérie. Quand il était ministre de l'Intérieur en Algérie, il était vraiment ministre de l'Intérieur en Algérie. Donc il faisait son boulot. Oui. Non, franchement, je sais que ça paraît épouvantable de dire ça. Donc c'est vrai qu'il n'a pas gracié les condamnés à mort de ceux qui, par ailleurs, posaient des bombes, qui tuaient des innocents, Rudy Sli ou je sais pas quoi. Moi, j'ai des gens de ma famille, des pieds noirs d'Algérie, qui se sont fait carboniser dans ces trucs-là, etc. C'est vrai qu'il n'a pas été un ministre de l'Intérieur facile, aisé. Mais qui peut dire j'ai été impeccable, sinueux. Lui, contrairement à beaucoup d'autres, il a commencé dans ces eaux-là, à Vichy quand même, il a commencé à Vichy, Mitterrand. Mais il a terminé comme un très grand résistant. Quand même, De Gaulle le nomme de son gouvernement à la Libération. C'est un homme, contrairement à ce qu'on croit, lent, Mitterrand. Il va prendre ses distances, il va se... Donc je comprends ce que dit M. Séraph, mais j'arrive à comprendre qu'un homme, c'est comme des séries de secrets et d'évolutions. Vérité successive, ça peut être un bon terme. Non, vous êtes d'accord? Enfin, parce que sinon, moi, les mecs impeccables et ligne droite comme ça, j'en connais pas beaucoup et même j'aurais tendance à m'en méfier. Alors, mais peine de mort, on parle de Badinter, mais Badinter, bien sûr, pourquoi il dit ça? Mais s'il n'y avait pas eu Mitterrand, jamais il y aurait eu l'abolition. Non, ça, là, il se trompe, vraiment, là, il se trompe. Toute sa carrière,
finalement de Machiavel de la Ve République, qui culmine alors par ce fameux repas. Enfin, je sais pas si ça culmine vraiment là, mais en tout cas. Machiavel, c'est le mot qu'on a entendu tout le temps, Florentin, Machiavel, tout ça. Mais enfin, c'était pas machiavélique de mener le combat contre De Gaulle pendant toutes ces années, entre 58 et 81, être seul à la tête de la gauche. Enfin, c'est pas machiavélique. J'aimerais bien me moquer de Machiavel comme ça, qui conduisent un peuple enfin, il a mis De Gaulle en ballottage, mais qui conduit ce peuple de gauche qui avait été jamais aux affaires, 23 ans d'opposition, etc., et qui l'amène à... Écoutez, c'est pas Machiavel. Finalement, vous avez presque adopté la posture de Mitterrand à l'égard de Rocard, ce qui est très étonnant, parce qu'aujourd'hui, sérieusement, qui peut contester que le grand espoir perdu de la gauche en France ces dernières années, c'était Rocard, c'est la personne que la gauche aurait vraiment désirée. On nous demande... Je crois pas, hein. Enfin bon, il pense qu'il veut. Mais on pourrait dire Badinter, non ? On pourrait dire Badinter, oui. On pourrait dire Jox, on pourrait dire oui, on pourrait dire oui. Mon roi était un formidable Premier ministre. Enfin, non, Fabius. Moi, je pense que Fabius, ça, c'était un grand rendez-vous raté à cause de cette saloperie d'histoire du sang contaminé, qui est une vraie saloperie, une vraie cabane. Un jour, on démontrera tout ça. On s'apercevra que c'était comment tuer un homme politique. Je me demande si vous êtes un peu mégalo, la manière dont vous vous projetez dans le livre, comme espèce de fils caché de Mitterrand. Moi, ça m'a pas dérangé parce que j'aime bien. Espèce de fils caché de